Alors voici la vidéo pour la synthèse numéro 6. Donc on commence par la fiche numéro 16 pour la propagation de la lumière. Donc on a vu que la lumière se propageait en ligne droite. On a appris à tracer les rayons lumineux, comme ici. Donc à la règle avec des flèches pour indiquer dans quel sens se propage la lumière. Donc là on va travailler pour essayer de comprendre un petit peu le phénomène des ombres. Donc ici par exemple on a une source ponctuelle, donc comme une lampe. On place un objet, donc vous l'avez fait avec une balle de ping-pong, et on voit qu'on a trois types d'ombres. Donc la première ombre, c'est l'ombre qui est sur l'objet, elle s'appelle l'ombre propre. Ensuite, on a une ombre qui est projetée sur un écran, donc celle-ci s'appelle l'ombre portée. Et entre les deux, on a ce qu'on appelle un cône d'ombre. Donc trois types d'ombres à connaître, l'ombre propre, l'ombre portée et le cône d'ombre. Ensuite, si jamais on se place ici dans le cône d'ombre, en fait, on ne pourra pas voir la source de lumière. Forcément, elle est cachée par l'objet. On peut voir aussi, là, sur cette image, que pour jouer sur la taille du nombre, on va déplacer l'objet. Donc ici, par exemple, on éloigne la source et on voit que l'ombre va être plus petite. Donc on peut jouer sur la taille des ombres en déplaçant l'objet par rapport à la source. C'est ces phénomènes qui vont permettre d'expliquer les éclipses. Donc pour une éclipse, il faut toujours avoir le Soleil, la Terre et la Lune qui soient parfaitement alignés. Donc ça arrive de temps en temps. Donc pour une éclipse de Soleil, c'est aligné dans le sens Soleil, Lune, Terre. Et en fait, la Lune va faire une ombre portée sur la Terre qui est très petite. Et c'est si on se situe dans cette ombre portée qu'on va voir l'éclipse solaire. On la verra totale. Et si on est sur les bords, juste à côté, on la verra partielle. Par contre, si on n'est pas du tout au bon endroit, si on est ici, on ne la verra pas du tout. Le deuxième type d'éclipse, ce sont les éclipses lunaires. Donc dans ces cas-là, c'est la Lune qui se trouve dans le cône d'ombre de la Terre. Donc c'est pas aligné dans le même ordre. Le laser, donc en fait le laser c'est une source primaire de lumière qui peut être dangereuse. Il existe différents types de lasers, ils sont classés par classe. Donc nous, ceux qu'on a utilisés en cours ne sont pas dangereux. Mais par contre, il y en a qui sont dangereux. Par exemple, ceux qui sont utilisés en médecine pour brûler, justement, ce sont des lasers qui sont assez puissants, voire très puissants. Et donc ceux-ci sont dangereux à manipuler. Donc le laser, en fait, il va être invisible. Quand on l'allume, on voit uniquement un petit point rouge sur l'objet diffusant, le premier objet diffusant qui va être rencontré. Et pour pouvoir visualiser le faisceau de lumière, qui sera complètement droit, on utilise de la poussière ou de la fumée, parce qu'en fait, ce sont des petites particules d'objets diffusants qui vont se déplacer. Ce sont des particules assez petites, et donc chaque petite particule va diffuser de la lumière vers nos yeux, ce qui va permettre de visualiser le faisceau laser en intégralité. Il faut savoir aussi que la vitesse se déplace à la vitesse de 300 000 km par seconde, donc c'est tellement grand qu'on a l'impression que c'est instantané. C'est la vitesse la plus rapide qu'on connaisse dans l'univers. Donc ça, c'est la vitesse de la lumière dans l'air ou dans le vide. Et la lumière se déplace dans tous les milieux transparents. Donc là, vous avez différents milieux transparents et on peut voir que la vitesse n'est pas la même. Donc le plus rapide, c'est dans l'air ou dans le vide. Donc voilà ce que vous avez à retenir sur la fiche numéro 16 pour la lumière. On passe maintenant au mouvement. Donc en fait, le mouvement va pouvoir être caractérisé par deux choses. La première chose, ça va être la trajectoire. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette fiche numéro 17. Donc la trajectoire, c'est l'ensemble des points, donc virtuels ou pas, par lesquels passe un objet quand il se déplace. Donc cette trajectoire, il y a trois possibilités. Soit elle est droite, donc dans ces cas-là, on dit que le mouvement est rectiligne. Soit elle a une forme de cercle ou de partie de cercle. Dans ces cas-là, on dit que le mouvement est circulaire. Soit la trajectoire est une courbe aléatoire, donc c'est-à-dire ni droit ni cercle, et dans ces cas-là, on dit que le mouvement est curviligne. Donc attention au niveau du vocabulaire, c'est le mouvement qui est rectiligne ou circulaire ou curviligne, c'est pas la trajectoire. Donc attention, la trajectoire, ça va être une forme, une droite, un cercle, et c'est le mouvement qui est rectiligne, circulaire ou curviligne. Deuxième façon de caractériser le mouvement, ça va être la vitesse. Donc là encore, trois mots à retenir. Cette vitesse, soit elle est constante, donc dans ces cas-là, on dit que le mouvement est uniforme, soit elle augmente, dans ces cas-là, on dit que le mouvement est accéléré,
soit elle diminue et on dit que le mouvement est ralenti. Attention, la vitesse est un chiffre, donc on ne peut pas dire la vitesse accélère. Ça ne veut rien dire. Un chiffre, ça ne peut pas accélérer. D'accord? C'est le mouvement qui est accéléré et la vitesse, elle augmente. Alors ensuite, ici, vous avez un exemple de chronophotographie. Donc la chronophotographie, c'est un mode de vidéo. En fait, on prend des vidéos et c'est un petit peu comme un mode rafale, pardon, et ça prend des photos dans un laps de temps régulier, c'est-à-dire par exemple toutes les secondes. Et ensuite, on met toutes les photos sur la même image. Donc là, par exemple, vous avez une première image. Donc il n'y a pas 4 poussins, il n'y a qu'un seul poussin. Et on voit que l'écart entre chaque poussin est exactement le même. Ça veut dire que pendant le même temps, donc si on prend l'exemple d'une seconde, il a parcouru exactement la même distance. Donc ça veut dire que sa vitesse est constante et que le mouvement est uniforme. Ici, on voit que la distance entre chaque poussin augmente. Donc ça veut dire que sa vitesse va augmenter et donc le mouvement est accéléré. Et ici, on voit que la distance entre chaque poussin diminue. Donc ça veut dire que la vitesse diminue et que le mouvement est ralenti. Donc d'autres exemples de chronophotographie. Donc en fait, cette chronophotographie, elle est assez utilisée dans le domaine du sport pour des mouvements qui sont rapides. Donc ça permet premièrement de voir les trajectoires. Voilà. Ça permet deuxièmement de voir justement si la vitesse est accélérée, si la vitesse augmente, diminue ou et reste constante. Et ça permet aussi de décomposer le mouvement et de voir vraiment les mouvements, et éventuellement de voir les erreurs de positionnement, par exemple dans le sport. Donc ensuite, cette vitesse, on va pouvoir la calculer. On peut la mesurer aussi, par exemple avec des radars, mais nous, on va plus souvent la calculer. Donc pour ça, on va mesurer une distance, on va mesurer un temps, et ensuite on fait un calcul, on divise la distance par le temps. Attention, les unités sont importantes, donc la distance peut être en kilomètres ou en mètres. Le temps est le plus souvent en heures ou en secondes. Et la vitesse, les deux unités qui sont les plus utilisées, c'est le kilomètre par heure ou le mètre par seconde. Un exemple de calcul. Donc par exemple, on a un enfant qui va courir 100 mètres en 20 secondes. Et on demande de trouver sa vitesse. Donc attention, pour la rédaction des calculs, il y a 5 étapes. La première étape, c'est de récapituler les données utiles. La deuxième étape, c'est d'écrire la formule, donc avec les lettres. La troisième étape, c'est de faire le calcul. La quatrième étape, c'est de mettre le résultat sans oublier l'unité. Et la cinquième et dernière étape, c'est de faire une phrase-réponse. Donc je récapitule les 5 étapes. Première étape, données utiles. Deuxième étape, écrire la formule. Troisième étape, faire le calcul. Quatrième étape, noter le résultat avec une unité. Cinquième étape, faire une phrase-réponse. Donc les calculs de vitesse se feront toujours de cette manière. Et attention à la rédaction. Un petit rappel au niveau des courbes. Quand on a une courbe à tracer, donc on n'oublie pas de respecter l'échelle qui est donnée. En cinquième, l'échelle est donnée de graduer. Ensuite, on place les points. On relie tous les points à la règle si c'est une droite à main levée. On n'oublie pas de mettre un titre et on n'oublie pas non plus, j'ai oublié de le dire ici, de mettre le nom des axes et leurs unités. Donc un exemple ici, donc le nom des axes, la vitesse en mètres par seconde, le temps en secondes, le titre pour qu'on comprenne à quoi correspond ce graphique, donc parcours d'Estelle au rallye Dakar. Donc on voit que dans la première phase, sa vitesse augmente, donc le mouvement est accéléré. Dans la phase numéro 2, la vitesse stagne, donc le mouvement est uniforme. Et dans la phase numéro 3, la vitesse diminue, donc le mouvement est ralenti. Voilà tout ce que vous avez à retenir pour cette rotation numéro 6.